Nous portons parfois, par habitude, par mimétisme, un masque de gentillesse. On dit des oui gentils alors qu'on pense non. On dit tout va bien alors qu'on aimerait dire ça va pas du tout. Et ce masque nous étouffe. Et pour avoir des relations vraies et éviter une accumulation de frustration qui tôt ou tard mène à l'explosion et à la violence, nous avons besoin d'apprendre à être vrais. En entrant en soi, on ne s'y enferme pas, on s'ouvre à l'autre. C'est ce mouvement qui n'a pas été compris par la génération précédente, je pense, quand ils ont dit il ne faut pas s'écouter. Moi, j'ai été éduqué dans une famille catholique pratiquante, avec de bons parents présents et attentifs, et merci à eux. Mais j'entendais beaucoup, il ne faut pas s'écouter. Et ça, c'est quelqu'un qui s'écoute. Ça n'est pas bien. Mais comment écouter l'autre si je ne m'écoute pas? Comment est-ce qu'un père peut écouter son adolescent si lui, ce père, ne s'écoute jamais pour comprendre ce qui se passe en soi? Comment est-ce qu'on peut comprendre le passage à vide d'un gamin alors que soi-même, on ne s'autorise pas un passage à vide parce qu'il faut y aller comme ça et blindé? Et si vous cessiez d'être toujours gentil, de vouloir être gentil, pour être vrai? Voilà ce que je vous propose dans cet épisode de Dialogue. Bonjour, je suis Fabrice Midal. Vous me connaissez sans doute, je suis l'auteur de Foutez-vous la paix et de nombreux autres livres. Et pour parler de cette question, je reçois Thomas Dansembourg, qui est vraiment engagé dans la communication non violente, dans une manière de se rencontrer pour pouvoir être juste, vrai et bénéfique pour le monde. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Alors, je suis très touché de te recevoir parce que je crois que la première fois que je t'ai entendu, on était invité à faire une conférence dans une même journée et ça doit faire il y a au moins 20 ans et j'avais déjà été très impressionné et je n'ai pas cessé de lire tes livres. Et alors, je suis très content de commencer par vraiment la première question, mais pourquoi cesser d'être gentil? Puisque le titre de ton livre le plus connu, c'est Cesser d'être gentil, soyez vrai. Pourquoi cesser d'être gentil? Parce qu'il m'est apparu que bien que nous y soyons tous invités et que ce soit une valeur magnifique, la gentillesse, bien évidemment, il m'est apparu qu'une fausse gentillesse pouvait nous bloquer complètement dans notre expansion, dans notre ouverture, dans nos relations vraies. Nous portons parfois, par habitude, par mimétisme, un masque de gentillesse. On dit des oui gentils alors qu'on pense non. On dit tout va bien alors qu'on aimerait dire ça va pas du tout. Et ce masque nous étouffe. Et donc, pour avoir des relations vraies et éviter une accumulation de frustration qui tôt ou tard mène à l'explosion et à la violence, nous avons besoin d'apprendre à être vrais. Donc c'est ça, c'est pas la vraie gentillesse, au fond. Bien sûr. Cesser d'être gentil, c'est-à-dire cesser de vouloir être gentil, on pourrait dire. Cesser de jouer la gentillesse, de vous sentir obligé d'être gentil. C'est vraiment ça, et je m'en explique bien sûr dès la première page parce que le titre peut nous prendre un peu à rebrousse-poil parce que évidemment nous souhaitons avoir des relations basées sur la courtoisie, le respect, l'attention, la délicatesse, c'est clair et je m'en explique tout de suite, mais évidemment ce dont je parle c'est un masque, c'est une fausse gentillesse. Et comment ça se met en place? Pourquoi? En plus, c'est un peu terrible parce que les gens qui sont gentils, il y a quelque chose d'ouvert, de bon, et donc on se fait avoir en voulant être gentil. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont tranchants, durs, écrasants, pervers. Eux, ils s'en foutent complètement d'être gentils. Et il y a quelque chose, c'est un peu étrange. Oui, clairement, il y a des personnes qui disent: «J'ai pas besoin de ton bouquin, moi je suis très cash». Attends, c'est pas ça que je recommande. Il ne s'agit pas d'être cash et de balancer n'importe quoi. Il s'agit de développer du tact, du respect, de l'attention et une capacité à formuler nos désaccords et nos frustrations autrement qu'en envoyant notre poing dans la figure de l'autre. C'est ça qui a besoin d'être appris parce que jusqu'ici, nous sommes souvent dans des rapports très combatifs ou très fuyants et on peut éviter et le combat et la fuite par des relations vraies. C'est cette invitation-là. Et donc, au fond, le cœur de ton travail, hein, depuis 20 ans, c'est que la clé, c'est la relation. C'est-à-dire, la clé pour se comprendre, s'épanouir, c'est la relation. Clairement, j'ai l'impression que c'est le continent que nous sommes invités à explorer. Sur la planète, on a exploré la plupart enfin, tous les continents. Et il y a encore un continent qui est un continent intérieur, qui est la qualité de relations entre les êtres humains et entre les êtres vivants, d'ailleurs, au-delà des humains, humains et autres qu'humains. Je pense que c'est ça que nous sommes invités à explorer aujourd'hui. C'est la qualité de la relation profonde, vraie et féconde avec les autres. Et jusqu'ici, nous sommes piégés par le fait d'être pris dans des rapports de force, domination, soumission
soumission, agression. Dès qu'il y a un désaccord, on s'empoigne ou on s'enfuit au lieu de s'asseoir pour se comprendre. Alors que c'est évidemment la clé de l'humanité, c'est de rencontrer des conflits et de pouvoir apprendre à les traverser et, si possible, les rendre féconds. Et c'est possible. Ça demande seulement des apprentissages que jusqu'ici on ne fait pas dans nos scolarités ni même dans nos vies de famille. Qu'est-ce que ce serait cet apprentissage de la relation? Ça passe par quels actes ou quel engagement? Pour moi, de plus en plus, il me paraît fondamental qu'à côté de lire, écrire et calculer, qui sont les trois piliers de l'éducation à travers la planète, on apprenne à se connaître, que ce soit considéré comme aussi évident, si pas plus indispensable encore que les trois premiers. À quoi ça sert d'être un ingénieur qui fait des ponts fabuleux ou un cuisinier qui fait des plats merveilleux si on s'empoigne avec son conjoint et ses enfants parce qu'on ne sait pas vivre la relation et qu'on ne sait pas créer du travail d'équipe? Le vivre ensemble est l'essentiel de notre humanité. Et donc, ça passe par le fait de bien connaître cet humain-ci pour pouvoir comprendre cet humain-là. Comment est-ce que peux être proche de l'humain qui est devant moi si j'ai pas appris d'abord à être proche de l'humain qui est à l'intérieur de moi? Et ces notions-là de connaissance de soi, la plupart du temps, on les apprend sur le tas et souvent sur le tard. Et nous ferions l'économie de bien des souffrances, bien des égarements, bien des frictions et collisions d'ego si nous avions appris un peu plus tôt qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, par où va ma boussole, où est ma boussole d'abord, et je suis convaincu qu'on a tous une boussole, et comment petit à petit m'aligner sur ce que j'appelle dans mon travail mon fil rouge. Je crois que chacun de nous a un fil rouge. Comment trouver ce fil rouge pour sentir que je suis porté par la vie plutôt qu'en résistance par rapport à la vie? Alors, je pense que ça, c'est quand même un des points forts de ton travail, c'est ce que tu appelles se connaître soi-même, parce que c'est pas si évident. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur se connaître. C'est pas du tout quelque chose qui nous enferme en nous-mêmes. Ah non. Donc, tu montres que se connaître, c'est la qualité de la relation avec l'autre. Donc, c'est pas du tout égocentrique versus altruisme. Non. Donc, déjà, ça, c'est le premier grand renversement. Et puis que se connaître, comme tu l'as dit, ça se décompose en plusieurs étapes tout à fait précises. Se connaître, par exemple, c'est savoir ce que je sens. Oui. Ce qui n'est pas du tout évident pour les gens, parce que les gens pensent que se connaître, c'est se définir, ou se connaître comme une formule mathématique. C'est pas du tout... Donc, on est égaré aussi. C'est-à-dire, on ne sait pas se connaître, mais on ne sait pas du tout ce que ça pourrait être pour la plupart de chacun d'entre nous, se connaître. Donc, peut-être on peut prendre ces deux précisions très importantes. Donc, le premier, se connaître n'est pas du tout égocentrique. Pas du tout, pas du tout. C'est la clé de la compréhension de l'autre. Je ne peux pas être proche de l'autre, je viens de le dire, si je ne suis pas d'abord familier de la proximité avec moi-même. Et en étant familier de la proximité avec moi-même, en sachant nommer ce qui se passe en moi, mes sentiments, mes élans de vie, mes besoins profonds, ce qui fait sens pour moi, je comprends ma tristesse, ma colère, mon dépit, ma solitude, mais je comprends aussi ma joie, ma gratitude, mon émerveillement. Tout ça me permet de comprendre l'état de l'autre quand il est triste, déçu ou en colère. Je peux me rapprocher de l'autre quand il va pas bien, mais je peux aussi fêter avec l'autre quand il va bien et trouver des ponts de connexion encore plus intenses. Et donc, c'est vraiment une ouverture à l'autre. En entrant en soi, on ne s'y enferme pas, on s'ouvre à l'autre. C'est ce mouvement qui n'a pas été compris par la génération précédente, je pense, quand ils ont dit « il ne faut pas s'écouter ». Moi, j'ai été éduqué dans une famille catholique pratiquante, avec de bons parents présents et attentifs, et merci à eux. Mais j'entendais beaucoup « il ne faut pas s'écouter ». Ça, c'est quelqu'un qui s'écoute. Ça n'est pas bien. Mais comment écouter l'autre si je ne m'écoute pas? Comment est-ce qu'un père peut écouter son adolescent si lui, ce père, ne s'écoute jamais pour comprendre ce qui se passe en soi? Comment est-ce qu'on peut comprendre le passage à vide d'un gamin alors que soi-même, on ne s'autorise pas un passage à vide parce qu'il faut y aller comme ça et blinder? De nouveau, je dirais, le cœur de mon travail, c'est de faire comprendre que notre travail de discernement qu'on a appelé jusqu'ici du développement personnel, c'est du développement social durable. J'amène dans mes relations la qualité de paix que j'ai appris à développer en moi. C'est un apprentissage et ça devrait être, je le redis, un apprentissage de base que de savoir maintenir ou rétablir, quand on en a perdu, l'état de paix intérieure pour pouvoir le propager autour de nous et traverser les circonstances chamboulantes. Rien de bisounours dans mon propos. Nous traversons des périodes extrêmement chamboulantes, chaotiques, avec peu de visions, de perspectives réjouissantes. Nous avons donc absolument besoin de savoir comment, au moins dans cet espace que nous pouvons apprendre à gérer nous-mêmes, maintenir de la paix. Et je pense que ça, c'est un enjeu de santé publique. Alors, tu montres aussi, si je me connais, c'est-à-dire si je sais ce que je sens, alors du coup,
si tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, au lieu de répondre espèce d'idiot, je sens que je suis blessé, je sens que ça me fait peur, je sens que ça m'angoisse, et donc je suis beaucoup plus libre de te répondre. Donc on voit bien, à cet exemple tout simple, comment le fait de me connaître me permet de beaucoup mieux réagir. Exactement, absolument. Si quelqu'un m'invective en me disant «T'es un égoïste, tu penses qu'à toi», j'aurais pu, dans l'ancien paradigme, lui répondre «Mais t'es un égoïste toi-même, t'as vu comment tu me parles?» Et on est parti dans l'agression que l'on fait depuis toujours. On veut continuer comme ça ou on veut changer? Moi, je recommande de changer. Quand j'entends la phrase «T'es un égoïste, tu penses qu'à toi», travail d'intériorité immédiat, ça s'apprend pour pouvoir faire ça en quelques fractions de secondes. Je n'aime pas quand on me parle sur ce ton, je suis triste de recevoir ce genre de remarques. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on se dise les choses posément ou positivement. En même temps, si parfois moi j'ai envie de créer quelqu'un d'égoïste, c'est que je me sens triste tout seul parce que j'ai besoin d'aide ou d'attention, en comprenant l'humain en moi parce que je me fréquente régulièrement, j'ai 2, 3 clés pour comprendre l'autre. On va aller voir comment ça se passe chez lui et je reviens à l'autre. Est-ce que tu veux dire que tu es en colère parce que tu aurais besoin d'attention? Non, tu m'écoutes jamais. Ah, donc tu aurais besoin d'écoute. Oui, eh bien, je t'écoute. Et en 3 phrases d'empathie pour soi, puis pour l'autre, on rétablit le lien. C'est à cette perspective que nous sommes invités aujourd'hui, plutôt que de s'empoigner stupidement ou de se fuir, apprendre à maintenir le lien quand la circonstance est tendue. Tout va bien quand tout va bien, mais il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles le climat est tendu, et là, nous avons besoin de développer des compétences que jusqu'ici, on n'apprend pas. Et il suffit de voir comment nos hommes politiques gèrent les enjeux. C'est de l'agression ou de la fuite, mais il n'y a pas de rencontre. Ce que je trouve très important dans l'exemple que tu donnes, c'est qu'on voit que pour avoir ce mot d'apaisement, de désamorçage du conflit avec l'autre en disant «Ah, tu as besoin que je t'écoute», ça passe par le fait d'avoir été capable de repérer en soi Exactement. que ça m'a touché, que j'ai été blessé, que ça me fait peur, etc. Tant que je ne fais pas ça, même si j'essaye, justement, comme on a dit au début, d'être gentil, ah oui, ça va pas être juste, ça sera pas au bon endroit et je ne serai pas entendu. C'est ça c'est ça qui manque. Soit on fuit, soit on est en colère, soit on fait semblant d'être gentil. Enfin, on se force à être gentil, mais c'est pas complètement sincère et ça ne marche pas. C'est C'est ça? ça, absolument. C'est la clé et le lien à cette. Je reprends l'expression, on est fait de la même farine. C'est le lien avec ma farine humaine qui permet de comprendre la farine de l'autre, si je puis dire. On se rejoint dans la nappe phréatique. C'est une image que j'emploie beaucoup dans notre travail. Si nous descendons derrière l'apparence, là, dans la phrase que je reprends, il y a une apparence d'agressivité. Ça, c'est la façade, le ton, les mots, l'énergie qui se dégage, le regard de la personne peut paraître agressif. Mais avec un peu de pratique, de moments où moi-même je suis agressif, je sais que ne suis agressif que quand je vais pas bien et que je vis des sentiments désagréable à vivre et que j'ai des besoins qui sont en creux. Ça, c'est la base de la communication non violente. Eh bien, plus je connais ce mécanisme en moi, que je risque d'être agressif quand je vais pas bien et que j'ai des sentiments en creux, plus j'ai des clés pour aller comprendre comment l'autre va pas bien, quel est son sentiment et quel est le besoin qui est en creux chez lui. Et on fait du nous. Il y a moi qui peut s'enfermer et tutoyer l'autre. Il y a toi qui peut m'agresser et me tutoyer moi. Et là, on se sépare et on se divise. Mais travaillons-le nous. Ça, c'est l'enjeu, me semble-t-il, de la génération qui vient. Nous avons besoin de créer une génération de la rencontre vraie, authentique, à travers les frictions. De nouveau, je le redis, rien de bisounours là-dedans. Hein. Ton propos est d'autant plus, pas bisounours et enraciné dans le réel, que tu as un long parcours d'avoir été accompagnant de jeunes en grande Hein. difficulté. Hein. Donc, ton parcours, voilà, enfant de bonne famille, tu deviens avocat, et puis ça fonctionne pas complètement, et tu commences d'abord bénévolement à t'intéresser à des jeunes en grande Oui. difficulté. Donc toi, tu connais, tu as été confronté pendant des années à la manière dont beaucoup de jeunes, n'étant pas en contact avec eux-mêmes, deviennent violents, Oui. agressifs. Donc tu as vraiment été confronté à des choses sur le terrain avant de donner forme à cette pensée que tu as. Peut-être tu peux raconter un peu Oui. ton expérience sur le terrain auprès des jeunes. Oui, c'est ça. Pendant la période où j'étais avocat et que ce métier ne nourrissait pas pleinement mon besoin de sens, j'ai eu l'occasion de m'occuper en bénévolat, comme tu l'as rappelé, pendant 10 ans, d'une association pour des jeunes dits de la rue, des jeunes en déshérence, des jeunes perdus, un peu de tous les milieux. D'ailleurs, il y avait à la fois des gens des banlieues, mais à la fois des gens de familles bourgeoises qui manquaient d'affection, de tendresse et qui étaient en fugue. Et ça m'a permis de comprendre la mécanique de la violence. La violence s'installe quand je n'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour identifier ce qui se passe en moi.
Quand j'ai pas les mots pour dire que je me sens seul, triste, déçu, partagé, divisé, impuissant, que j'en ai ras-le-bol, que j'ai peur ou que je suis en rage, quand j'ai pas les mots pour identifier les besoins que ces sentiments renseignent comme des clignotants sur un tableau de bord, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin de sens dans ma vie, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'aimerais tellement être compris. Quand je n'ai pas le discernement pour identifier cela et mettre des mots là-dessus, ben figure-toi que les frustrations s'accumulent comme dans une sorte de cocotte minute à l'intérieur de moi-même, et tôt ou tard, ça pète. Et c'est ça la violence, c'est l'expression de frustrations qui se sont accumulées et sur lesquelles je n'ai pas réussi à mettre des mots et que je n'ai donc pas eu l'occasion d'exprimer d'une manière où elles seraient entendues. Eh bien, nous avons la clé. Apprenons à nommer ce qui se passe en nous, à le formuler d'une manière qui soit entendue. Et nous allons éviter énormément de violence. Mais alors ça, comme tu l'as dit, ça, et je peux en témoigner, c'est un continent oublié. Que les C'est gens ça. arrivent à juste nommer. Moi, je fais souvent cet exercice avec plein de publics. Le nombre de gens qui n'ont aucune idée Aucune. de ce qu'ils sentent et qui sont même énervés à l'idée de rencontrer ce qu'ils sentent. C'est vraiment abyssal. Il y a des gens qui auront Abyssal. passé leur vie sans jamais savoir, sans jamais s'autoriser à pouvoir juste savoir qu'est-ce qu'ils sentent, quelle émotion ils traversent. C'est vraiment un blocage structurel, social, presque idéologique de notre société. Ah mais absolument, complètement. Tant sur le plan des sentiments et des besoins profonds de l'être humain, sur lesquels je pense qu'on reviendra, mais également sur la simple sensation d'être en vie. Dans les formations que j'anime des formations résidentielles de 5 jours. Tous les matins, je propose un exercice de présence au corps, en disant aux personnes, le premier matin, je vous invite à prendre un moment d'attention au corps, parce qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun musicien d'entrer dans la musique en n'ayant pas vérifié qu'il a bien son instrument et que son instrument est bien accordé. Pour faire la musique de la relation avec les autres, notre instrument, c'est le corps, dans cette existence-ci en tout cas. Eh bien, je rencontre dans mon travail énormément de personnes, une immense majorité, qui n'ont aucune attention pour leur corps, qui démarrent leur journée en espérant être proches des gens et des choses à faire, en n'ayant pas du tout vérifié s'ils étaient proches d'eux-mêmes, le premier être humain dont ils ont la charge. Et donc, quand on fait l'exercice, la plupart des gens, certainement 80-90% du groupe, me disent « je n'ai jamais pris attention à mon corps ». Il y a des C'est gens qui font fou. du sport, et qui font du sport vigoureux, et de la gymnastique, et des pilates, et des machins, mais ils n'écoutent pas le message du corps. Et donc, il y a des raideurs, il y a des pesanteurs, il y a des divisions, il y a des déchirures intérieures qui sont pourtant indiquées par le corps et que les gens n'écoutent pas. Eh bien, ça se reproduit également sur le plan des sentiments, des gens qui ne réalisent pas qu'ils portent en eux de la tristesse, du dépit, de la colère, de la rage depuis longtemps, parce qu'ils se sont jamais assis avec le premier humain, je le redis, dont ils ont la charge, pour comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe d'inconfortable en moi? Comment nommer ça? Ils n'ont jamais fait ce travail. Et donc, ils se mettent à picoler ou à fumer des pétards pour compenser, ou à scroller sur Internet pour noyer leur inconfort ou s'en distraire. Mais c'est tellement dommage par rapport au potentiel qui est en nous de trouver une vie choisie, une vie d'ouverture et d'expansion au service de la vie communautaire. C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école, au fond. Pourquoi on a tellement peur de rencontrer ces émotions, d'accueillir ces émotions? Parce qu'elles ne sont pas familières, pour les raisons que je viens d'évoquer, où nous n'y sommes pas invités dans nos éducations. Et donc, nous avons souvent l'impression, moi-même j'ai eu ça quand je suis entré en thérapie, qu'on va rencontrer une espèce de boîte de Pandore avec toutes sortes de miasmes et de dragons et de monstres qui vont sortir et qu'il vaut mieux pas ouvrir la boîte. Et beaucoup de gens sont comme ça, en disant, je mets beaucoup d'énergie à retenir le couvercle de la boîte de Pandore ou de la cocotte minute, l'image que je viens d'utiliser. Et la cocotte minute, elle a beaucoup de couvercles. Il y a des couvercles familiaux, je ne t'aime pas quand tu es en colère, hein. Un petit garçon, ça ne pleure pas. Il ne faut pas être triste. On a entendu ça. Dans un couvercle religieux, souvent, ce n'est pas bien d'être en colère. Et il faut faire confiance, pas de tristesse. Pouf, couvercle. Couvercle social, si je me montre triste ou déçu ou solitaire, on ne va pas m'aimer. Donc je fais semblant, je deviens gentil au sens de titre de mon livre. Et des couvercles professionnels dans notre entreprise, il n'y a pas de colère, il n'y a aucun conflit, tout va bien. On entend encore ça, mon Dieu. Et donc, il y a toutes sortes de couvercles sur la cocotte minute, qui n'est pas statique, qui est posée sur le feu du temps qui chauffe, et tout ou tard, pouf, ça explose ou ça implose. Les couvercles sont trop soudés par les programmations, les habitudes, parfois des traumatismes, bien évidemment, ce qui fait que la seule échappée pour la pression qui monte, c'est que la cocotte implose.
Et on le voit tellement aujourd'hui par la dépression, le burn-out et toutes sortes de maladies psychosomatiques dont on sait qu'elles ont très souvent un lien entre les sentiments refoulés et la santé. Je crois que ce que tu dis, c'est très, très important. D'ailleurs, je le constate aussi. Beaucoup de gens ont l'impression que s'ils s'écoutaient, ce serait terrible. Voilà. Alors qu'en réalité, quand on prend le risque de s'écouter, eh ben, c'est beaucoup moins terrible qu'on ne le croit. Mais clairement, clairement, et dès que les personnes ont réalisé ça, c'est ce que je vois dans les 2 premiers jours du stage, les stages durent 5 jours. Les 2 premiers jours, ils sont un peu timides, ils osent pas trop et puis tout d'un coup, ils réalisent: «Mais c'est fabuleux d'entrer là-dedans». Je commence à comprendre et comme je comprends, j'acquiers une maîtrise. Tant que je comprends pas, je maîtrise rien du tout et je subis. Et alors il y a mes peurs, mes tristesses, mes chagrins, mes blessures d'anciennes, tout ça me manipule, je suis complètement l'objet de mon passé ou de mon inconscient. Mais quand tout d'un coup, j'apprends petit à petit à mettre des mots là-dessus, je reprends la maîtrise et alors ça devient aussi joyeux que de maîtriser sa planche de surf à travers les vagues. En même temps, donc c'est beaucoup moins difficile qu'on ne le croit, mais en même temps, autre titre d'un de tes livres, être heureux n'est pas toujours confortable, et on ne se rencontre pas parce que on veut pas juste rencontrer que, bah oui, parfois c'est inconfortable, parfois on est triste, on est blessé, on manque de reconnaissance, quelqu'un dit quelque chose, ça nous a fait de la peine, Mhm. et on s'autorise pas à sentir ça alors que c'est pas pour autant qu'on n'est pas heureux et que c'est honteux. Mais clairement, dans ce titre, j'évoque être heureux n'est pas nécessairement confortable. Je veux dire que passer un palier de bonheur plus important, ce qui est le souhait, je pense, de la plupart des humains, en principe, ben, ça va demander de regarder mon fonctionnement jusqu'ici et de voir ce qui entrave. Et je vais, par exemple, notamment, c'est un enjeu de base dans la connaissance de soi, apprendre à me défaire du regard de l'autre. Tant que je suis accro au regard de l'autre, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on va me faire de la place? Tant que je suis dans cette dépendance, ma vie est très très réduite. J'ai un tout petit espace de liberté. J'ai donc inévitablement besoin d'apprendre à me défaire du regard de l'autre, à accepter mon autonomie et donc même à accepter de déplaire. Je ne vais pas chercher à déplaire, évidemment, mais d'accepter que si je fais quelque chose et que les gens ne comprennent pas, ma famille, mon milieu, t'as changé, t'es plus comme avant. Tous les gens qui ont fait leur chemin ont senti cette pression, cette peer pressure, la pression des pairs. Eh bien, si j'accepte pas cet inconfort, je vais me maintenir dans un état d'inconfort connu plutôt que d'aller dans un confort encore inconnu, mais beaucoup plus grand. Et donc, même chose sur le fait d'apprendre à dire non. Si je n'ose jamais dire non parce que j'ai peur de ne pas être aimé, on ne va pas m'intégrer, on ne va pas me confier de nouvelles missions. Si je ne mets pas mes limites, je vais m'épuiser à être trop gentil tout le temps. J'ai donc besoin d'accepter l'inconfort, d'apprendre à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Donc ça demande une sorte de... C'est à la fois abyssal, puisqu'on n'a pas l'habitude, et en même temps, c'est très simple. C'est Oui, ça le paradoxe. Quand on lit tes livres, tu donnes des clés, c'est des choses vraiment simples. C'est juste qu'on ne sait pas, qu'on est vraiment ignorant. Voilà, c'est comme un autre exemple, c'est comme si on avait une voiture, on n'a jamais appris le code de la route, donc on ne sait pas conduire. c'est tout à fait ça. Et c'est un peu... Ce que tu montres, c'est vraiment, il y a des choses tout simples. Il faut peut-être remarquer les automatismes de pensée et s'en libérer. Ouais. Il faut remarquer les étiquettes et les catégories et peut-être substituer l'écoute. Donc des choses qui sont, au fond, pas... C'est pas du tout un travail réservé à une élite, Oh un mon Dieu, travail pas très... du C'est un tout. travail... C'est vraiment une sorte de logique, de grammaire, d'éducation très simple. C'est vraiment du bon sens, comme tu le dis. Et c'est peut-être précisément parce que c'est si simple que ça paraît peut-être superficiel ou inutile. Or, je peux vraiment confirmer, ça fait 30 ans que j'enseigne cette approche et que j'accompagne les personnes. C'est quand même 30 années de pratique me confirmant que les personnes qui avaient si peur d'entrer en soi s'en sont infiniment reconnaissantes et découvrent une aisance insoupçonnée et qui les ouvre au monde et qui les rend vraiment d'un commerce agréable, pour en prendre une vieille C'est expression. clair. Ils deviennent des citoyens agréables à côtoyer parce qu'ils sont présents, attentifs, bienveillants. J'aime rappeler ceci, un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. C'est pas un citoyen dans son coin qui fume ses pétards en se foutant du reste du monde. Il a travaillé à trouver cet espace de paix intérieure, il a travaillé à démanteler les pièges de l'ego, il comprend donc beaucoup mieux les pièges de l'ego de l'autre et ne prend plus les attitudes de l'autre contre soi, ce qui génère tant de tensions, et il s'ouvre donc à devenir dans son sillage quelqu'un qui apporte de la bienveillance, de la compréhension, de la synergie. Je l'observe depuis 30 ans, c'est pas de l'angélisme, c'est de la clinique. Alors, si on essaie maintenant de rentrer dans un peu ta méthode, qu'on pourrait dire
la méthode d'Ansembourg. On commence par observer. Le point de départ, c'est d'essayer d'observer ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. C'est ça Ouais, le premier point. oui, ce que nous allons évoquer là, c'est pas ma méthode, mais c'est celle que j'ai apprise de Marshall Rosenberg, qui a créé l'approche de la communication non violente, que je développe moi-même de plus en plus sous l'appellation communication consciente et non violente, parce qu'au fond, la violence vient de ce que nous ne sommes pas conscients, et que l'action-réaction nous emporte et qu'on passe à l'acte sans avoir réalisé que nous étions tellement en colère que nous pourrions frapper l'autre. Si nous avions visualisé ça, je pense que nous serions plus à l'aise pour mettre des mots là-dessus et éviter le passage à l'acte. Et Alors, donc, effectivement, le point de départ est l'observation. C'est simplement lié à l'observation que nous réagissons toujours par rapport à quelque chose qui a lieu ou pas lieu, qui a été dit ou qui n'a pas été dit, à une formulation ou à un silence. Nous réagissons toujours à quelque chose, et ne serait-ce qu'à une pensée qui traverse notre esprit. Est-ce que, par rapport à ce quelque chose, je suis dans une lecture objective ou est-ce que je suis dans le subjectif? La plupart du temps, malheureusement, si nous ne sommes pas vigilants, nous ne réagissons pas à la situation telle qu'elle est, mais nous réagissons à la situation telle que nous craignons qu'elle soit. Et c'est complètement différent. Ça veut dire qu'entre la situation et moi, j'ai mis les lunettes de mon émotionnel qui n'a pas été traité et qui est Tu peux donner un manipulé par exemple? l'inconscient. Bien, par exemple, si j'ai grandi dans une famille où le père est distant et manifeste peu d'affection, et que j'ai eu donc une impression de rejet, je peux projeter cette même attitude sur mon patron et systématiquement interpréter qu'il est distant, qu'il me rejette, qu'il ne m'apprécie pas. Parce que je n'ai pas fait le filtre en réalisant peut-être j'ai souffert de ça dans mon enfance, mais peut-être que cet individu qui est mon patron est tout autre que ça. Et au lieu d'observer, je juge, j'interprète, je remets dans mes cases à moi. Que ça Et serait donc, observé, par exemple, ici? de pouvoir simplement dire, tiens, le matin, le patron rentre dans son bureau, dit un bonjour général, mais ne vient pas me dire bonjour à moi personnellement. Quand je pose ça comme ça, je peux peut-être réaliser que c'est moi l'enfant blessé parce que j'aimerais un bonjour personnel, mais c'est pas parce que moi j'aimerais un bonjour personnel que le patron est distant. C'est sa façon, lui, de dire bonjour. Il n'a pas le temps de serrer la main de tout le monde. Il va directement dans son bureau. Il a quand même dit bonjour à l'équipe. Pourquoi est-ce que je l'ai pris négativement? Ça m'appartient. C'est à moi à travailler ça. Et là, beaucoup de tensions, de conflits mineurs comme majeurs peuvent naître de ce que je n'ai pas observé finement, j'ai interprété. Et ça, c'est le point de base d'une communication non violente, apprendre à être en rapport avec la réalité telle qu'elle est, de façon aussi objective que possible. Nous donnons l'image d'une caméra. Une caméra ne voit pas un patron qui ignore, il voit un patron qui entre, qui dit bonjour et qui part dans son bureau. Mais dire que mon patron m'ignore, c'est une interprétation. Donc, j'observe. J'observe. Et là, tu as décrit tout de suite. Et je remarque le sentiment qui accompagne l'observation. Donc, je deviens conscient du sentiment au lieu d'en être ignorant. C'est ça. C'est ça qui commence Voilà, je suis moins manipulé. À l'instant où je remarque qu'il y a une observation et que j'observe et que je remarque le sentiment qui est venu, en général, on n'a pas observé et on ne sait même pas quel est le sentiment. Non, on ressent une sorte En de général, on confusion. dit « Ah, le connard, mon patron est vraiment un connard ». On ne s'est pas rendu compte que ça vient qu'il n'a pas dit bonjour. Ouais. Ça vient du fait que on se sent pas reconnu, Voilà. et on n'a rien vu de tout ça. Ouais, Et donc on est crispé et on peut rien faire, parce que si je pense que c'est juste un connard, je peux rien faire. J'ai aucun pouvoir d'action. Si je vois ah oui, c'est ça qui se passe, et voilà ce que je sens, là je regagne de la latitude, du pouvoir. Oui, je reprends les rênes de ma vie, je reprends ma responsabilité. Et donc ça, c'est le second point du processus de communication non violente. J'essaie d'observer de façon aussi objective que possible. Ensuite, je ne peux pas ne pas ressentir. C'est précieux de savoir ça. Nous ne pouvons pas ne pas ressentir. Nous ressentons tout le temps. Et on voudrait croire le contraire. Ah oui, il y a une longue histoire que la raison, la tête est supérieure, que le sentiment, c'est inférieur, que c'est un peu égocentrique, que c'est inutile. Donc vraiment, c'est un très profond renversement de se dire non, tout être humain ressent, et il n'y a aucun problème de ressentir ce qu'on ressent. Ben absolument, c'est notre nature humaine. Il y a un problème de comment on réagit à ce qu'on ressent, Voilà. mais il n'y a pas de problème à ce qu'on ressent. Et les gens croient qu'ils sont coupables de ce qu'ils ressentent. Ah mais non. Tu es d'accord avec moi? Complètement d'accord. Une des choses qui me frappe moi aussi beaucoup, c'est que les gens s'en veulent de sentir de la jalousie, de la tristesse, de la colère. Ils ont honte, alors que c'est tout à fait naturel. Et la vraie éthique, c'est ce que j'en fais.
Bien sûr, les sentiments sont jaillissants, ils nous arrivent, on n'a pas de pouvoir sur ce jaillissement, mais bien sûr, on a du pouvoir sur ce qu'on va en faire. Et c'est cela qu'on a besoin d'apprendre à traiter. Mais le fait de se sentir en colère, dégoûté ou envieux, ça émerge en nous. Et alors, nous avons besoin d'un moment d'intériorité pour traiter cette information-là. Mais il y a bien des personnes qui me disent, moi, je sens rien, je prends des décisions cartésiennes, logiques et Plein de mathématiques gens et me tout disent va ça bien. aussi, moi. Beaucoup de gens disent ça. Et j'ai envie de leur dire chaque fois, attends, 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 c'est pas que tu sens pas, c'est que tu sens pas que tu sens. Ce qui est complètement différent. Parce que les émotions dont nous ne nous occupons pas, elles s'occupent de nous. Nous sommes un cœur qui bat. Par nature, on le sent, chaque être humain. Il y a des êtres humains qui n'ont jamais écouté leur cœur, mais en principe, si on est un peu vigilant dans son moment de présence, de méditation le matin, on honore le fait que son cœur est là et fidèle au poste. On sommes un cœur qui bat. La sensibilité, c'est pas un petit détail sympa pour faire un poème ou contempler un paysage. La sensibilité, c'est l'essence de notre être. C'est parce que nous sommes un cœur qui bat, qui a de la capacité à envisager autre chose, imaginer, créer les premiers outils. Le premier hominidé qui a vu un fruit au bout d'une branche en se disant cette branche est trop éloignée de l'arbre pour que j'y arrive, je vais me casser la gueule. Comment pourrais-je avoir ce fruit? Eh bien, c'est la sensibilité qui lui fait chercher un outil. Il prend un bâton et il attrape le fruit. C'est fabuleux, la sensibilité. Ça nous a permis de créer des civilisations souvent extraordinaires. Donc, nous ne pouvons pas nier que nous sommes par essence des êtres sensibles. Là-dessus, il est d'accord que si nous sommes par nature, nous sommes d'accord pour dire que si nous sommes par nature un cœur qui bat, il s'est coulé effectivement une culture de non-ressenti que tu viens de rappeler. Une culture de prétention à tout résoudre par la raison, par le logico-mathématique, par ce qu'on appelle le cerveau gauche parfois. Et comme si on pouvait tout résoudre par là, alors que c'est un outil parmi bien d'autres. Hein. Les chercheurs nous disent que nous avons entre 10 et 12 canaux d'intelligence, c'est que l'intelligence logico-mathématique n'en est qu'un. Alors la plupart du temps, c'est celui-là qui est surdéveloppé dans nos éducations, et le reste est discrédité. Donc nous avons absolument besoin de développer l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle intérieure avec les parties de soi, relationnelle extérieure avec l'autre, l'intelligence intuitive, on parle de plus en plus d'intelligence spirituelle, et on ne parle pas de religion, mais d'esprit, comment comprendre l'esprit des moments, des relations, ceux qui soufflent. Voilà ce que nous avons donc besoin d'apprendre, et c'est pour ça qu'il est si précieux d'écouter le sentiment. On revient à notre processus, observation, ressentir, accepter de ressentir sans juger le ressenti, parce que nous avons là une clé de compréhension de ce qui se passe en nous. Les sentiments fonctionnent un peu comme des signaux ou des clignotants sur un tableau de bord. C'est extrêmement précieux pour savoir piloter son engin, sa voiture. Alors, l'étape suivante, c'est la reconnaissance de nos besoins. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais, parce que je t'avais dit que moi, j'ai eu beaucoup de mal. C'est le point où j'ai le plus de mal à comprendre. Là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau. Ça correspond tout à fait à l'expérience méditative que je peux avoir. Mais là, qu'est-ce que c'est la reconnaissance de nos besoins? Alors peut-être que l'image qui va suivre va nous aider à comprendre ça. Je disais, les sentiments sont comme des clignotants sur un tableau de bord. Quand vous conduisez une voiture, vous avez heureusement des clignotants pour vous indiquer que des fonctions sont ou ne sont pas remplies. Et ça permet de piloter sa voiture en sécurité en sachant que la température est bonne, que le plein d'essence est fait, que la pression d'huile est au bon endroit et qu'il y a suffisamment de liquide de frein dans le système de freinage. Parfait. Et les clignotants sont agréables. Quand les clignotants sont agréables, ils nous renseignent des besoins qui sont nourris. Et quand je vis des sentiments agréables, la joie, la confiance, la tendresse, la douceur, l'émerveillement, ça indique que des besoins importants sont nourris en moi. De l'autre côté, il y a des clignotants, et parfois les mêmes, qui vont m'indiquer que des besoins sont en creux. Et effectivement, ces mêmes clignotants qui m'indiquaient une heure plus tôt que mon plein était fait, si j'ai roulé je ne sais pas combien de kilomètres, vont me dire attention, tu es sur la réserve, tu vas tomber en panne. Et donc, c'est précieux d'identifier le clignotant qui me dit attention, tu es au bord de la panne ou tu manques de pression dans le système de freinage, parce que ça nous permet de prendre soin des besoins du véhicule et de passer à l'entretien au garage pour refaire le système remettre de la pression dans le système de freinage ou refaire un plein d'essence. Le véhicule a des besoins fondamentaux pour faire son trajet et heureusement qu'il y a un tableau de bord pour nous indiquer ses besoins. Si je ne fais pas ça, je vais tomber en panne. C'est aussi simple que ça. Si je néglige mon clignotant en disant « Oh, c'est pas grave, je vais arriver à la maison comme ça, quand même tranquille », il y a il y a pas mal de chances que je tombe en panne. C'est pareil pour les sentiments. Les sentiments désagréables renseignent des besoins qui sont en creux. Quand je suis triste, déçu, en colère, fatigué, divisé, c'est que des besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'accomplissement, de sens, de tendresse, d'amour, d'intimité avec moi ou avec les autres ne sont pas nourris et qu'il est temps que je m'en occupe. C'est ça l'immense bénéfice de comprendre les sentiments comme des clés de discernement de ce qui se passe en soi et d'apprendre à développer un vocabulaire de nos besoins fondamentaux qui font notre humanité. Donc, je me sens triste. Derrière, il y a un besoin, par exemple, de relation.
Un besoin de relation, un besoin de lien, un besoin d'authenticité, un besoin d'appartenance. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Ça, je comprends très bien. Je trouve que c'est vraiment important. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on appelle ça un besoin. Je trouve que l'exemple de la voiture est éclairant, mais en même temps, je suis pas une voiture. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu mécanique dans besoin. J'ai beaucoup de mal à me dire que j'ai besoin de liens. Je sens pas ça comme un besoin. Quel serait le mot pour toi quand tu te sens seul, triste ou déçu? Qu'est-ce qui manque en toi? Alors, ça peut être, oui. Par contre, je comprends l'expérience quand tu l'as décrit. Je peux être euh, déçu parce que je me sens pas reconnu. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus humain. Je trouve le mot besoin un mot un peu du néolibéralisme. Voilà, on a nos besoins, comme je suis une entité avec mes besoins, toi tu as tes besoins. Par exemple, si on a besoin d'eau, il y a de l'eau qui est là, on va se battre pour à chacun combler nos besoins. Je trouve que c'est... J'ai du mal à voir en quoi ça me semble beaucoup moins vivant comme terme que sentiment, émotion. J'ai l'impression qu'il y a une restriction et une conception de l'être humain ici qui, pour moi, ne sonne pas aussi juste. Est-ce que tu aimerais peut-être percevoir que dans le mot besoin, nous incluons complètement ce qui nous met en lien avec l'autre? Besoin de prendre soin, besoin de chérir, besoin d'aider, besoin de se responsabiliser, besoin de prendre part, besoin de co-construire, Tout besoin ça, de... je suis d'accord sur construire. Tout ça me semble très important. Tu as raison. Mais j'ai pas l'impression. Je réfléchissais en préparant notre entretien. Quand c'est que j'ai l'impression que j'ai un besoin? Mais en fait, presque jamais. Même, je disais, même boire, c'est presque jamais un besoin. Comment tu appelles ça? Parce que pour que ce soit, je me dis, celui qui a un besoin de boire, c'est peut-être celui qui n'a pas bu pendant 3 jours. Donc là, on est ramené vraiment à la dimension la plus biologique de l'être humain où c'est un besoin. Mais quand je bois, il y a une dimension de besoin, il y a une dimension de plaisir, il y a une dimension de nourrir. Je trouve que c'est beaucoup plus ample que besoin, que je trouve un mot euh, pas à la hauteur de ce que c'est un être humain. Voilà, Mhm. disons. Mais après, c'est juste un bémol que je voulais. Enfin, disons, ce dont je voulais parler avec toi, parce que ça permet, peut-être pour ceux qui nous écoutent, de comprendre, parce que je trouve besoin, c'est un mot pas si évident à entendre. D'abord, c'est pas un mot qu'on emploie d'habitude. Ah, clairement. Et effectivement, c'est un Émotion, on des en enjeux. parle. Oui. Émotion, je parle. Observer, c'est des choses qu'on peut faire. Besoin, c'est un mot un peu singulier. Il est assez souvent mésinterprété, mal interprété, parce qu'il est connoté d'égoïsme, de narcissisme, se tourner autour de son nombril, ce qui n'est absolument pas ce que l'on découvre quand on commence à pratiquer et qu'effectivement on réalise que nos besoins sont largement en interaction avec la communauté humaine et que à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec du narcissisme, du nombrilisme, mais justement le ferment du vivre ensemble. De plus en plus dans mon travail, j'ajoute que le mot besoin et le mot valeur sont pour moi très proches. J'ai un besoin de responsabilité, j'ai un besoin de partage, j'ai un besoin d'entraide, j'ai un besoin de solidarité, j'ai un besoin de compréhension mutuelle, j'ai un besoin de respect mutuel. Ce sont des besoins fondamentaux des humains à mes yeux et en même temps des valeurs de notre humanité. Et c'est comme ça que ça permet, je trouve, d'éviter de cantonner la notion de besoin dans quelque chose qui serait purement égoïste et En tout cas, le principal, individuel. c'est que les gens voient, et que les gens voient donc que le travail que tu proposes, c'est de revenir donc à ce qu'on appelle le besoin. Et là, au moins, on a compris ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai envie, Oui, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je désire. oui. Voilà, disons, C'est ça. qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est là, fait que je me sens pas complet. Oui, ce sont des éléments de mon élan de vie. C'est ça Et, et l'enjeu pour rentrer dans la relation, c'est d'arriver à repérer ça. On n'est pas, il ne s'agit pas juste d'observer, de remarquer le sentiment, mais de remarquer ce qu'il y a derrière. oui, c'est ça. C'est ça. Et ils sont de tous ordres. Bon, bien des personnes connaissent la pyramide de Maslow, qui mettait un petit peu d'ordre dans les besoins, en départ des Oui, besoins ça m'a physiologiques. toujours aussi, j'ai toujours trouvé ça insupportable. Je trouve que c'est absolument effrayant, la pyramide de Maslow. Parce que je trouve que c'est... je trouve ça vraiment... Bon, d'abord, c'est pas vraiment Maslow qui l'a fait, mais c'est vraiment... Il y a un côté, je trouve, indigne. L'idée qu'on aurait d'abord des besoins primaires matériels,
puis après des besoins un peu supérieurs, et puis enfin, je pense que Baudelaire, quand il dit on peut vivre 2 jours sans pain, mais on ne peut pas vivre 2 jours sans poésie. Et je trouve que Baudelaire a raison contre Maslow. Je trouve que Maslow nous refourgue la séparation qu'il faudra, à mon avis, dépasser entre que tout le monde comprend, mais qui est faux, qui aurait d'abord un côté purement matériel. D'abord, on aurait besoin de manger, puis après, on aurait besoin de relations, puis on aurait besoin de penser. Et c'est pas vrai. C'est profondément une vision indigne à mon avis, si je peux me permettre. Je trouve que c'est pas vrai. J'aurais du mal à te l'expliquer. Je vois simplement que beaucoup de personnes qui viennent en formation réalisent tout d'un coup qu'elles ont des besoins, qu'elles ne les avaient jamais écoutés Ça, je suis et d'accord. Ça, qu'elles je ont comprends. été gentilles sous le couvercle de la cocotte et que ça fait du bien que d'apprendre à nommer ses besoins Ça, pour c'est clair, je pouvoir comprends. retrouver un espace de liberté et de compréhension de l'autre, les deux, et liberté personnelle, affirmation de soi et compréhension de l'autre. Et prenons une situation toute simple. Je suis arrivé il y a 1 heure dans ton bureau ici, et ayant été pris dans un gros courant d'air, il fait froid. Tu m'as tout de suite demandé, pose tes affaires et ton manteau là. Ah, j'avais besoin de respirer et de me décharger de mes bagages parce que je vais plus loin après avec de lourds bagages. Besoin de me décharger et de retrouver de l'air. Je t'ai demandé, est-ce que je peux passer par la toilette? J'avais un besoin physiologique pour passer à la toilette. Et tu m'as indiqué où était la toilette. Et puis tu m'as dit, voudrais-tu un café? Et j'ai accepté avec plaisir un café parce que ça me réchauffe après le trajet que j'ai fait jusqu'ici. Et donc je nourris un besoin de me réchauffer, de me sustenter un petit peu. Et là, depuis que nous partageons depuis 1 heure, je suis en train de nourrir un profond besoin d'échange, de partage, de rencontre et aussi de transmission avec les personnes qui nous feront le grand honneur de nous écouter. Pour moi, c'est des besoins. Et il y a toute une échelle, tu vois. Et la poésie, je te rejoins complètement. Si je ne goûtais pas la poésie tous les jours, ma vie serait fade. Et alors après, ça n'est pas fini. Il y a une dernière étape qui est absolument Oui, centrale. Et ça, je trouve que c'est très lumineux, cette logique. C'est la demande. Donc il faut que j'apprenne à repérer les besoins. Et il faut après que j'apprenne à formuler la demande à l'autre à partir de cette écoute. Donc j'ai observé, j'ai repéré le sentiment, j'ai repéré le besoin, ou les et là besoins. je peux commencer à communiquer, et là formuler ma demande. Oui. Peut-être une petite précision très importante, pas si petite donc, peut-être une précision très importante avant qu'on passe à la demande, c'est que nos besoins sont comme des poupées russes. Ils peuvent s'emboîter les uns dans les autres de façon assez profonde et que nous pouvons être conscients d'un premier niveau de besoin qui n'est pas faux mais qui n'est pas complet. Je pourrais dire dans un échange, je suis en colère parce que mon conjoint ne m'écoute jamais. C'est pas faux si je suis en couple particulièrement, mais j'ai besoin d'écoute, c'est clair. Mais si ce besoin est à ce point en creux que c'est la colère qui le manifeste, dans mon expérience, c'est qu'il y a des besoins derrière qui sont plus importants. Et si je m'assois un peu avec moi-même pour discerner, je vais assez vite réaliser que je ne m'écoute jamais. Je suis en colère par rapport à moi-même parce que je ne fais pas mon travail d'écoute. Et comme je ne m'écoute jamais, je fais peser tout mon besoin d'être écouté sur mon conjoint. C'est trop pour lui ou pour elle. Et l'autre s'enfuit. Et puis l'autre s'enfuit, plus j'ai besoin d'écoute et j'organise un mécanisme absolument vicieux, extrêmement fréquent, malheureusement, dans beaucoup de vies de couple. Ça J'ai c'est donc bien, ça c'est besoin très important ce que tu oui, dis là. j'ai vraiment besoin de discerner que derrière le besoin d'être écouté par l'autre, qui n'est pas faux, il y a le besoin de m'écouter moi-même. Quand je prends conscience du besoin de m'écouter moi-même, assez vite va apparaître le fait que j'ai besoin d'être avec l'humain que je suis. Je ne suis jamais avec moi-même. Je fais, je sais faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas avec moi-même. Si je prenais le temps d'être avec moi-même, ça nourrirait mon besoin de me comprendre. Je ne me comprends pas bien. Je fonctionne, je fais les choses, mais je ne me comprends pas bien. Quand je mesure que j'ai besoin de me comprendre, je réalise que j'aimerais mieux comprendre mon conjoint. On fonctionne tous les deux, pas trop mal. Mais est-ce qu'on se comprend? Pas vraiment. Et là, très vite, quand je réalise que j'ai besoin de comprendre mon conjoint, je vais mesurer combien j'ai besoin d'apprendre à l'écouter. Au fond, je termine les phrases à sa place, je lui dis ce qu'il faut faire, etc. Mais est-ce que j'écoute mon conjoint? J'en suis pas sûr. Et je demande à personne qui nous écoutera de croire sur mesure de croire d'emblée ce que je viens de dire, mais de le vérifier. On est parti de tu m'écoutes jamais, mon conjoint ne m'écoute jamais, et je voudrais que tu m'écoutes, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Et là, on est dans la phase narcissique. Je revendique de façon agressive mon besoin sans attention pour l'autre, et on va pivoter à l'intérieur de soi-même jusqu'à un endroit où on va changer la dynamique de la relation, la systémique de la relation. Je vais apprendre à écouter ce conjoint et à créer dans ce couple la qualité d'écoute que je voudrais recevoir en retour. Et là, on voit bien la dynamique ouverte aux autres. Plus je comprends mes besoins, plus je peux prendre soin des besoins des autres et faire en sorte que on recrée du nous dans ce couple-là. Ça n'est pas magique ce que je viens de dire, mais je l'ai vu de nombreuses fois.
Le fait d'être arrêté à un premier palier de besoin et de prétendre que c'est ça la vérité et que c'est absolument de ça dont il faut prendre soin, Marshall Rosenberg l'avait identifié comme le stade exécrable de la connaissance de soi. Je m'accroche à un besoin Ah, c'est bien dit. qui est en surface. C'est très bien dit et c'est très pertinent de le savoir Que ça parce devient un enfermement égocentrique. un enfermement égocentrique. Et on voit des gens qui, des fois, veulent rentrer, disons, dans le développement personnel, la connaissance de soi, et qu'en reste à cette étape Absolument, exécrable, qui devient un peu la caricature que les gens font du développement personnel. c'est ça. C'est vraiment, tu as raison de pointer ça, c'est vraiment très bien, et c'est juste un enfermement exécrable dans un côté un peu égocentrique. À un premier palier de moi. conscience, on a juste découvert qu'on a des besoins et on s'accroche à ça. Alors bien sûr, j'ai des besoins pour moi-même, mais il y a aussi des besoins pour l'autre et dans l'interaction. Et pour dépasser le stade exécrable, qui est une phase, nous avons besoin d'apprendre à descendre plus loin, plus loin, plus loin, pour revenir dans l'ouverture et l'équilibre dans la relation avec l'autre. Et c'est précieux que les personnes qui nous écoutent puissent savoir ça pour ne pas tomber dans le piège. Donc, mon conjoint ne m'écoute pas, donc j'essaye de repérer plus profondément, c'est peut-être moi qui ne m'écoute pas, et comment je rentre dans la demande juste. Parce que ça, c'est au fond le point cardinal de la méthode. Mmh. Alors, je donnais cet exemple pour montrer le système des poupées russes. Ce que je peux faire vis-à-vis de moi-même, c'est d'abord une demande à moi-même. Je me fais, puisque je prends conscience que je ne m'écoute jamais, je me fais à moi-même la demande de m'écouter régulièrement. Et je vais m'organiser un petit rituel où au moins 2 ou 3 fois par jour, je prends 2-3 minutes pour m'écouter et tenter de comprendre ce qui se passe en soi. Je dis bien 2-3 minutes, parce que c'est comme pour la méditation. On va pas tout d'un coup méditer 1 heure si on n'a jamais appris à méditer. Et donc, on va commencer par quelques minutes de présence. Et je vais prendre un peu de temps pour vérifier comment ça va, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, quels sont mes besoins. Et cette fréquentation régulière, même si 2-3 minutes, ça peut paraître anodin, eh ben, c'est extrêmement efficace. Parce que ceux qui jardinent, parmi ceux qui nous écouteront, savent bien qu'il ne faut pas passer 3 heures devant son géranium où ça laitue pour qu'elle pousse. Mais il faut de temps en temps vérifier l'ensoleillement, l'humidité et éviter les pucerons ou les limaces. Et ces petits enjeux de soins font que tôt ou tard, on a une belle plante. Eh bien, la vie intérieure, c'est du même ordre. De temps en temps, je vérifie que j'ensoleille de ma présence, que j'humidifie de ma gratitude et de ma joie d'être en vie et que j'enlève les pensées négatives qui pourraient ronger cette partie de moi. Ça, c'est de l'hygiène de conscience, aussi importante que l'hygiène physique qui nous fait prendre des douches. Nous avons besoin de prendre une douche psychique ou même psycho-spirituelle régulière pour faire ce petit travail et faire en sorte que nous soyons de nouveau d'une relation agréable avec les autres et pas tout empesté de nos humeurs. Alors effectivement, on revient à la demande que tu me demandais. Première personne à qui nous avons souvent besoin de faire des demandes, c'est nous, de mettre en place quelque chose. Et pour ce qui est des autres, c'est pas forcément une demande que nous avons à placer, mais parfois une action à mettre en place, un comportement à changer. Je peux identifier que, par exemple, j'ai besoin d'appartenance et dire que je me sens très seul, j'ai pas de lien, j'ai pas de groupe autour de moi. Je peux passer ma vie à contempler mon besoin d'appartenance. Il va pas se remplir tout seul. J'ai donc besoin de dire qu'est-ce que j'aimerais faire pour nourrir mon besoin d'appartenance. Quelle serait la stratégie? C'est le mot qu'on emploie en communication non violente. C'est un mot un peu pompeux, mais enfin la mise en pratique de mon besoin d'appartenance. Mais j'aimerais faire du tennis, ou j'aimerais faire du ping-pong, ou j'aimerais jouer aux cartes. Eh bien, ou bien j'aimerais chanter dans un chœur. Eh bien, la démarche va être de m'inscrire dans un club pour aller faire ces choses-là. J'ai besoin de passer à un acte. Les besoins ne vont pas se remplir par hasard. Si j'ai besoin de reconnaissance de la part de mon patron et que je m'en plains à mes collègues, j'ai pas de reconnaissance, je peux passer ma vie à me plaindre. Puis je peux dire de quoi aurais-je vraiment besoin? Ben, j'ai fait un beau rapport pour sa réunion, il ne m'a pas donné de feedback, j'aimerais savoir si mon rapport a été utile ou pas. Ah, je clarifie par l'intérieur. Ma vie intérieure va me permettre d'aller faire une demande claire au patron en disant « Tiens, patron, s'il te plaît, dis-moi si ça t'a été utile que je te fasse ce rapport pour ta réunion. J'ai besoin de m'améliorer. » Et je prends mon besoin de reconnaissance en main. Et c'est là que l'on voit, enfin j'espère qu'on le voit, que la communication non violente, c'est bien autre chose qu'un processus de communication horizontale. C'est un processus de changement de la qualité de la relation sociale. Donc la demande, c'est à la fois prendre en compte l'autre, voir comment je peux m'adresser à lui, c'est aussi s'adresser à moi, et c'est aussi faire une action. Oui, mettre en place une action. Ne pas rester prostré dans le constat d'un manque.
Constater un manque fait partie du processus, constater qu'un besoin étant creux fait partie du processus, mais je reste pas là à me plaindre et à me posturer, le mot n'existe pas, mais en victime. On le sait en psychologie, la posture de victime bousille la vie de bien des gens. Je m'installe dans la lamentation. Et je parle évidemment pas du fait d'être objectivement victime d'un harcèlement ou d'un abus, hein. Je parle du fait de m'être assis dans le fauteuil de la plainte sans rien mettre en place pour changer. Ça ne rend pas la personne heureuse, ça ne rend pas son entourage heureux. Être à côté d'une personne qui se plaint sans arrêt et qui joue la victime, c'est extrêmement pénible et ça sert pas le monde. Voilà 3 bonnes raisons pour transformer cette attitude. Et j'en parle comme quelqu'un qui par moments s'est mis lui-même en posture de victime et qui a eu besoin d'en voir les limites. Et donc prendre soin de nos besoins, c'est savoir les incarner dans la vie quotidienne. Je donne un exemple simple que je connais. J'ai réalisé à un moment que j'avais besoin de changement dans ma vie, quand ma vie de juriste m'ennuyait. J'ai contemplé mon besoin de changement, mais je ne savais ni vers où, ni comment changer. Et longtemps, j'ai maquillé mon besoin de changement en disant, je vais changer de voiture, je vais changer d'appartement, je vais changer de relation amoureuse, et je vais mettre du changement dans ma vie. C'était de la surface. À un moment, le besoin de changement s'est imposé de façon plus claire, et je me suis ouvert à l'idée que c'est pas parce que je ne sais pas ni vers où, ni comment, que j'ai pas besoin de changement. Je vais me rendre ouvert et disponible à toute possibilité de changement, quelle qu'elle soit. Et je vais arrêter de croire que ça va être du matériel. Et à partir du moment où cette ouverture de conscience d'un besoin s'est faite de façon précise dans mon esprit, et je ne savais pas quelle stratégie mettre en place ou quelle demande faire, elles sont arrivées vers moi. J'ai découvert un bouquin de Guy Cournot, Père manquant, fils manqué. Ça m'apportait un éclairage incroyable sur les jeunes dont nous nous occupions, qui avaient presque toujours manqué de jeunes. J'ai voulu rencontrer Guy Cournot, mais je me suis dit, le Québécois, je ne le verrai jamais. 3 semaines plus tard, il vient donner des conférences à Bruxelles. Je le rencontre, on devient amis, je suis ses stages, on devient les meilleurs amis du monde, on a créé beaucoup de choses ensemble. Et ainsi, mon processus d'entrée dans la vie thérapeutique s'est fait d'une manière complètement inattendue, parce que j'ai accepté un besoin de changement, en arrêtant de mettre des changements de surface en route, en attendant une intuition plus profonde et en petit à petit sentant quelle va être la stratégie d'évolution. Si j'évoque cette histoire toute personnelle, c'est que depuis 30 ans, j'accompagne des personnes à faire ce travail-là, accepter les besoins profonds, arrêter de compenser comme ça en maquillant en surface sans aller en profondeur et petit à petit créer de l'ouverture pour une démarche tout à fait nouvelle. Ce que je trouve très, très impressionnant, c'est cette idée qu'on retrouve qu'il faut accepter un moment inconfortable. Voilà. Là, tu sens un truc. Ouais. T'aimerais être bien dans ton boulot d'avocat. Accepter que tu te sens pas bien. Ouais. Accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas savoir ce que tu veux en faire. Mais de reconnaître ça. Et c'est vrai que notre monde a un mal fou à accepter ça. Moi qui me suis engagé dans la méditation il y a 30 ans, j'ai été frappé de voir comment la méditation est devenue le contraire de ça. Moi, j'avais appris la méditation justement pour apprendre à écouter ce qui se passe sans jugement. Et j'ai vu la méditation devenir l'inverse. Calmez-vous, soyez zen grâce à la méditation. Et donc le contraire, c'est-à-dire il faut éviter l'inconfort grâce à la méditation au lieu de pouvoir embrasser l'inconfort. Oui. C'est une des choses qui m'a... je raconte ça pour montrer à quel point le mécanisme est si fort que ça a même fait que la méditation, pour les gens, c'est qu'une question de gestion du stress pour être plus performant. C'est ça. Et c'est pas du tout une occasion pour eux de se rencontrer, d'accepter l'inconfort, de rencontrer ce qu'ils vivent, de prendre ce rendez-vous avec ce qu'on éprouve. Donc c'est vraiment impressionnant, là, alors que c'est lumineux, éclairant, libérateur de pouvoir faire ce travail, qu'il est manqué. Clairement, clairement. Nous avons besoin d'accepter les moments d'inconfort comme étant des moments de fécondité. C'est C'est à ça. ce moment-là que des choses petit à petit mûrissent et apparaissent, éclosent petit à petit. Et je le vois dans l'accompagnement des personnes. Maintenant, quand les personnes acceptent de traverser de l'inconfort, waouh, il y a comme une sorte d'accouchement. C'est clair que par moments dans la vie, nous passons par des goulets d'étranglement. Ben, c'est un peu comme la métaphore de l'accouchement. Il y a effectivement une contraction de mise au monde et tout d'un coup, nous allons apprendre à mettre au monde le meilleur de nous, que nous n'aurions pas mis au monde si on était resté à l'intérieur. Et malheureusement, notre société, dès qu'il y a de l'inconfort, dit distrayez-vous, allez sur Internet, rachetez un abonnement Netflix, changez de bagnole. Et du coup, on devient impuissant. Complètement impuissant et complètement Parce que inféodé à des dictats extérieurs. Parce que c'est beau, parce que ce que tu montres, ce travail de connaissance de soi, de parier pour la relation, c'est un travail aussi pour s'accomplir. C'est un travail pour pouvoir se dépasser. C'est un travail, c'est pas du tout un renoncement à avoir une ambition noble, au contraire.
Ah oui, bien sûr, c'est au contraire, c'est vraiment apprendre à se défaire de sa coquille, de son cocon d'égon et donc ils ont besoin d'apprendre, comme nous avons tous besoin d'apprendre, qui je suis vraiment. Merci infiniment. C'est vraiment toujours aussi extraordinaire de t'écouter et de voir que le chemin est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Tu le Oui, rends vraiment simple, tu montres vraiment, c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous de trouver la voie. Merci. merci Fabrice. Ben, merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur la méditation dont on a parlé, la méditation qui permet de se rencontrer et d'être juste, ben, n'hésitez pas à aller regarder Réseau, l'école de méditation que j'ai fondée, cette communauté de méditants qui tente d'œuvrer à un peu plus de justesse et de vérité. Je vous embrasse tous.